Le sang coulait encore de ma gorge quand j'ai ouvert les yeux pour la seconde fois. Pas dans l'au-delà obscur que j'avais anticipé, mais dans la lumière crue de ma chambre d'adolescente à Paris, 15 ans en arrière, le jour de mes 16 ans. Ma sœur aînée, Élise, se tenait au-dessus de moi, un couteau à gâteau à la main, ses yeux fous de haine tandis qu'elle murmurait « Tu ressembles trop à elle, tu dois disparaître ». Mais cette fois, je n'étais plus la victime innocente, j'étais revenu, armé de la mémoire de ma mort, et je savais exactement qui avait ourdi ce complot familial pour m'effacer comme on avait effacé ma grand-mère. C'était le matin du 14 juillet, la fête nationale, et l'air de notre appartement haussmannien dans le 7e arrondissement vibrait des échos lointains des feux d'artifice du Champ de Mars. J'avais 16 ans, ou du moins, mon corps en avait 16 à nouveau. Mon esprit, lui, portait le poids de 31 ans de trahisons accumulées, de mensonges susurrés dans les couloirs feutrés de notre lignée bourgeoise, et de cette lame froide qui avait tranché ma vie lors de mon dernier anniversaire, 31 ans plus tôt. Où était-ce demain? Le temps se pliait comme un origami macabre depuis mon retour. Je sentais encore le goût métallique du sang sur ma langue, l'odeur âcre de la peur qui imprégnait les rideaux de velours rouge de ma chambre. Élise, ma sœur chérie, celle qui avait toujours été la favorite de nos parents, se penchait sur moi avec un sourire qui n'avait rien d'innocent. « Joyeux anniversaire, petite sœur », avait-elle susurré avant de frapper, dans cette vie-là. Mais maintenant, je la voyais venir, et mon cœur battait non pas de terreur, mais d'une rage froide, calculée, comme un vin de Bordeaux millésimé qui attend son heure pour être versé. Je me redressai d'un bond, feignant la surprise pour ne pas l'alerter trop tôt. « Élise ? Qu'est-ce que tu fais avec ce couteau ?» Ma voix tremblait juste assez pour être crédible, mais intérieurement, je revivais chaque seconde de ma mort, le dîner familial tendu, les regards obliques de mon père, banquier intransigeant chez BNP Paribas, et de ma mère, héritière d'une vieille fortune provençale, qui avait toujours vu en moi un fantôme indésirable. « Tu es le portrait craché de cette traînée de grand-mère », m'avait-elle lancé un jour, lors d'une dispute enflammée autour de la table en acajou. Ma grand-mère, Amélie, morte dans l'ombre en 1975, accusée d'adultère et de dettes qui avaient soi-disant ruiné la famille. On m'avait élevé dans cette haine viscérale, me privant d'affection, me reléguant au rôle de la brebis galeuse parce que mes yeux verts, mon nez aquilin et mes cheveux châtains ondulés étaient les siens. Élise, avec ses traits lisses et ses yeux bleus hérités de notre mère, avait été couronnée princesse. Et moi? J'étais le rappel vivant d'un scandale qu'on voulait enterrer. Dans cette vie réécrite, je n'allais pas les laisser faire. Pas cette fois. Je bondis hors du lit, attrapant son poignet juste à temps pour dévier la lame. Le couteau heurta le mur avec un clang métallique, et Élise recula, les yeux écarquillés. « Qu'est-ce qui te prend, Camille ? C'est juste une blague pour l'anniversaire. » Sa voix était un miel empoisonné, comme toujours. Je connaissais le script par cœur, après l'attaque ratée, elle crierait, accuserait, et nos parents alertés par le bruit la croiraient, me traitant de paranoïaque, de folle, comme ils l'avaient fait dans ma première vie. Ils m'avaient interné, puis oublié, jusqu'à ce que, adulte, je devienne un obstacle à leur empire immobilier, un legs contesté qui menaçait leur fortune. Ma mort n'avait pas été un accident, c'était le point final d'un plan ourdi depuis des décennies, pour effacer toute trace d'Amélie à travers moi. Une blague ? Je ris, un rire bas et menaçant qui la fit blêmir. Comme la fois où tu as versé du poison dans mon verre de champagne, il y a 15 ans ? Ou quand tu as saboté ma candidature à l'ENA pour que je reste ta petite ombre pathétique ? Les mots sortirent comme des balles, précis et chargés de venin. Élise pâlit, son masque de sœur aimante se fissurant. « De quoi tu parles ? Tu délires. » Mais je voyais la peur dans ses yeux, la même que dans les miens quand elle m'avait égorgé. Je la repoussai contre la porte, le cœur battant d'une excitation nouvelle. La revanche n'était pas un plat froid, c'était un feu qui couvait, prêt à consumer tout. Le petit déjeuner familial se déroula dans une tension palpable, sous les plafonds moulurés de notre salle à manger où trônait un portrait ancestral ou ironie du sort, celui de mon arrière-grand-père, l'homme qui avait soi-disant chassé Amélie pour adultère. Père, avec sa cravate impeccablement nouée et son journal Le Monde plié sous le bras, leva à peine les yeux de son café. « Bon anniversaire, Camille. Essaie de ne pas faire de vagues aujourd'hui. » Mère, élégante dans sa robe Chanel, posa une assiette de croissants devant Élise d'abord, puis me lança un regard chargé de dédain. « Et souviens-toi, ma chérie enfin, Élise, nous avons des invités ce soir. Des investisseurs de Lyon. Pas de scène, s'il vous plaît. » Comme si j'étais la source de tous les drames. Dans ma vie précédente,
ce dîner avait été le théâtre de ma chute, un toast empoisonné, une dispute feinte, et Élise tenant le couteau pendant que les parents regardaient ailleurs. Je souris, mordant dans mon croissant avec une voracité calculée. Ne t'inquiète pas, maman. Cette année, je vais faire en sorte que tout le monde se souvienne de cet anniversaire. Pour toujours. Mon ton était léger, mais mes yeux croisèrent ceux d'Élise, et elle déglutit. Le jeu avait commencé. Après le petit déjeuner, je m'éclipsai dans la bibliothèque, ce sanctuaire poussiéreux rempli de volumes reliés cuir que personne n'ouvrait jamais. C'est là que, dans ma première vie, j'avais trouvé le journal d'Amélie, caché derrière une rangée de Victor Hugo, des années après ma sortie de l'asile. Ces pages jaunies avaient été ma révélation, non pas une traînée, mais une femme piégée par un mari jaloux et une belle famille avide, accusée à tort pour détourner l'attention d'un détournement de fonds par mon propre arrière-grand-père. Amélie n'avait pas commis d'adultère, elle avait découvert le secret, et on l'avait brisé pour la faire taire. Et maintenant, moi, son sosie maudit, j'allais exhumer ce cadavre pour enterrer ma famille. Le journal était là, intact, sa couverture de cuir craquelée attendant ma main. Je le saisis, le cœur serré, et m'assis dans le fauteuil Voltaire usé. Les premières pages parlaient d'un amour pur, d'un Paris des années 60 effervescent, mais vite, les mots se teintaient d'ombre, ils mentent tous. Henri a volé l'argent de la famille, pas moi. Mais qui me croira? Henri, mon arrière-grand-père. Le volpilleur qui avait bâti notre fortune sur des mensonges. Amélie avait écrit de sa main fine, avec une encre qui semblait encore fraîche, ma petite fille naîtra-t-elle un jour avec mes yeux. Qu'elle soit forte, qu'elle ne ploie pas comme moi. Des larmes brouillèrent ma vue. Était-ce un présage? Avais-je été renvoyé pour ça? Pour laver son nom, et le mien? La journée s'étira en une danse macabre. Élise me suivait des yeux, nerveuse, tandis que je flânais dans les rues de Paris, le journal dissimulé dans mon sac. J'entrai dans une brasserie près de la Seine, commandai un café noir, et sortis mon téléphone, un reliquat de 2010 dans ce corps adolescent, mais suffisant pour googler discrètement. Dans ma vie précédente, j'avais été journaliste freelance, grattant les bas-fonds des scandales parisiens. J'avais fouillé les archives notariales, découvert les transferts frauduleux d'Henri vers des comptes suisses. Mais cette fois, j'allais frapper plus vite, plus fort. J'envoyais un email anonyme à un contact chez le Canard enchaîné, avec des scans natifs des pages incriminantes. Scandale familial, la fortune des Duval repose sur un vol de 1968. Preuve jointe. Duval, notre nom, synonyme de respectabilité feinte. Le soir tomba comme un rideau de théâtre. Les invités arrivèrent, des hommes en costume sur mesure, des femmes parées de bijoux discrets, tous venus renifler l'opportunité d'investir dans notre nouveau projet immobilier à la Défense. La table était dressée avec opulence, foie gras, escargot, et un gâteau d'anniversaire à étages, surmonté de 16 bougies vacillantes. Élise présidait, rayonnante, racontant des anecdotes sur notre enfance idyllique. Je m'assis en face d'elle, un verre de Bordeaux à la main, attendant le moment. Père leva son toast à Camille, qui grandit si vite. Et à notre famille, pilier de la France éternelle. Les rires fusèrent, mais je vis le tic nerveux au coin de sa bouche. Il savait, au fond, que quelque chose clochait chez sa cadette, bizarre. Puis, comme dans un écho de ma mort, Élise se leva pour couper le gâteau. Le couteau luisait sous les lustres en cristal. « À toi l'honneur, Camille, proposa-t-elle, la voix suave. Je me levai lentement, m'approchant. Nos regards se verrouillèrent. Non, Élise. À toi. Montre-moi comment on tranche les liens du sang. D'un geste fluide, je renversai le verre de vin sur sa robe blanche, tachant le tissu d'un rouge sanglant. Elle hurla, feignant l'indignation, mais je murmurai, assez bas pour qu'elle seule entende, c'est rien comparé à ce que je te réserve. J'ai lu le journal. Tout. Son visage se décomposa. Les invités s'agitèrent, mes mères intervint, un accident, mes amis. Les jeunes sont si maladroites. La nuit avança, les vins coulèrent, et les langues se délièrent. J'attendis minuit, quand les invités commencèrent à partir, pour lâcher ma première bombe. Dans le salon, entouré des meubles empires, je sortis le journal et le posai sur la table basse. Lisons un passage, voulez-vous? Pour l'anniversaire. Père fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est que ça? Élise bondit, du théâtre, papa. Camille est hystérique. Mais je lus à voix haute,
d'une voix claire et théâtrale, Henri m'a trahi. Il a volé les fonds de la société pour ses maîtresses à Genève. Si je parle, il me détruira. Signé, Amélie Duval, 1968. Un silence de mort s'abattit. Mère porta la main à sa gorge. C'est une fable. Ta grand-mère était une menteuse. Vraiment? Je souris, sortant mon téléphone. Un email de confirmation clignotait, article en préparation. Rendez-vous demain avec le notaire pour les archives. Père Blémy. Comment? Élise s'effondra en larmes, mais je la vis, le calcul derrière les pleurs. Dans ma vie précédente, elle avait hérité de tout après ma disparition. Cette fois, elle n'aurait rien. La confrontation s'enflamma, cris, accusations, mère me traitant de « petite garce ingrate ». Mais je tenais bon, la rage de deux vies me portant. Vous m'avez haï pour son visage sur le mien. Mais c'était votre secret qui puait, pas le sien. Les jours suivants furent un tourbillon de mensonges et de contre-attaques, Paris se muant en un labyrinthe de trahison où chaque coin de rue pouvait cacher un espion familial. J'avais à peine 17 ans dans ce corps rajeuni, mais mon esprit de trentenaire aguerri naviguait les eaux troubles avec la précision d'un scalpel. Le Canard enchaîné avait publié un teaser anonyme, La dynastie Duval, bâtie sur un mensonge. Les investisseurs de Lyon annulaient leur rendez-vous, Père passait ses nuits au téléphone avec des avocats véreux de la place Vendôme, et Élise. Oh, Élise bouillonnait en silence, complotant comme une vipère dans les jardins du Luxembourg. Je m'étais installé dans un petit studio près de Bastille, prétextant une crise d'adolescence, pour m'émanciper tôt, une décision qui, dans ma première vie, m'aurait valu l'asile, mais ici, avec les premiers chèques de ma maturité forcée, je payais mon loyer rubis sur l'ongle. Le journal d'Amélie était mon talisman, posé sur la table de chevet comme un grimoire. Chaque soir, je le relisais, traquant les indices, des noms codés, des dates de transfert bancaire, un amant fantôme qui n'était qu'un prête-nom pour les détournements d'Henri. Amélie avait aimé un certain Lucien, un artiste maudit des années folles, mais c'était Henri qui l'avait calomnié pour couvrir ses fraudes. J'ai caché les preuves dans la vieille horloge de la maison de Provence, notait-elle. Provence, la villa familiale à Saint-Tropez, où nous passions les étés dans une fausse idylle. Je décidai de frapper là. Un billet de train pour Marseille, puis une location de voiture tout en cash, pour brouiller les pistes. En route, je repensais à ma mort, après l'empoisonnement raté, Élise m'avait attiré dans une ruelle près de Notre-Dame, couteau en main, pendant que Père détournait les soupçons vers un cambriolage. Mère avait même témoigné contre moi à l'autopsie falsifiée. Leur empire, bâti sur le vol d'Henri, se maintenait par le silence familial. Mais j'allais briser ça, même si ça signifiait me noyer dedans. La villa de Provence était un bastion de pierre ocre, perché sur une colline dominant la mer turquoise, avec ses volets bleus et son jardin de lavande qui masquait l'odeur de secrets pourris. J'arrivais au crépuscule, la clé de secours toujours sous le paillasson. Ironie, il n'avait jamais changé ça. L'horloge trônait dans le salon, un mastodonte en acajou du 18e, figé à midi. Je l'ouvris, fouillant le mécanisme poussiéreux. Rien. Puis, au fond, un compartiment secret, des lettres jaunies, des reçus bancaires de la Société Générale de 1967, signé Henri Duval. Prêt fictif pour 500 000 francs, remboursé en or suisse. La preuve. Irréfutable. Mon cœur s'emballa, c'était la dynamite. Mais alors que je rangeais les documents dans mon sac, un bruit, la porte d'entrée grinça. Élise. Elle surgit, essoufflée, un foulard noué autour du cou comme une écharpe d'espionne de pacotille. Camille. Qu'est-ce que tu fous ici? Papa t'a interdit de venir. Ses yeux balayèrent la pièce, s'arrêtant sur l'horloge ouverte. Je la vis calculer, la haine pure dans son regard. Tu as trouvé quelque chose, n'est-ce pas? Cette saloperie de journal t'a monté à la tête. Grand-mère était une pute qui a ruiné papy. Elle avança, main tendue comme pour m'étrangler. Dans ma vie précédente, c'est ici qu'elle m'avait piégé, me poussant du balcon pendant un accident de vacances. Je reculai, mais pas par peur. Ruiné? C'est Henri qui a volé, Élise. Pour ses putes à lui, à Genève. Amélie le savait, et ils l'ont tué à petit feu. Les médocs forcés, l'internement. Sonne familier? Elle ricana, mais sa voix tremblait. Prouve-le. Personne ne te croira, la folle qui ressemble à cette chienne. Je sortis une lettre,
la lui agitant sous le nez. Lis. Ou mieux, attends l'article complet. J'ai contacté un notaire à Draguignan. Demain, on ouvre le testament original d'Amélie au pas celui falsifié par maman. Son visage se tordit. Le testament, j'avais oublié ça dans ma première vie. Amélie avait légué une part égale à ses petits-enfants, mais on l'avait trafiqué pour tout donner à Élise, la digne. La nuit s'annonçait orageuse, le mistral hurlait dehors, secouant les cyprès comme des fantômes enragés. Élise me supplia, puis menaça, si tu fais ça, je te jure, je te détruis. Comme avant. Comme avant. Les mots me glacèrent, mais je tins bon. Essaie. Cette fois, je frappe en premier. Elle partit en trombe, mais pas avant d'avoir glissé quelque chose dans ma valise, un flacon de somnifère, je le sentis plus tard. La tentative d'empoisonnement classique. Je le jetai dans les toilettes, riant dans le noir. De retour à Paris, l'article du Canard explosa comme une grenade. Duval ENC, l'héritage empoisonné d'un vol fondateur. Les journaux s'emparèrent du scandale, Libération titrait « La bourgeoisie parisienne en lambeaux », France Inter interviewait des experts en droit patrimonial. Permaplat, voix brisée, revient, Camille. On peut arranger ça en famille. Famille. Le mot me donna la nausée. Je refusai, me réfugiant dans un café du Marais, où je nouai contact avec un avocat radical, Maître Lefebvre, un ancien de mai 1968 qui haïssait les dynasties pourries. On va les saigner, mademoiselle. Mais attention, ils contre-attaqueront. Ça les bat. Ils le firent. D'abord, les rumeurs, des fuites anonymes me dépeignant comme une droguée, une mythomane. Élise posta sur les réseaux au naissant en 2010 des photos truquées de moi en crise. Puis, une convocation policière, plainte pour diffamation. Je me présentai au commissariat du 5e, le journal sous le bras, et déversai tout, les lettres, les reçus, même un enregistrement secret d'Élise menaçant à la villa. L'inspecteur, un flic bourru nommé Moreau, haussa les sourcils. C'est du lourd, mademoiselle Duval. Mais votre famille. Ils ont des relations. Les relations, père siégeait au conseil d'administration de la BNP, mère finançait des campagnes politiques. Mais j'avais mon twist, Lucien, l'amant d'Amélie. Mort en 1985, mais avec une fille illégitime, une cousine éloignée vivant à Montmartre, une galeriste nommée Sophie. Je la contactai via un vieil annuaire, elle avait les yeux verts d'Amélie, et une rancune intacte. Ils m'ont ignoré toute ma vie, cracha-t-elle au téléphone. Mais toi. Tu ressembles à maman. Allons les écraser ensemble. Notre alliance fut scellée autour d'un apéro au zinc de la belle équipe, absinthe et confession. Sophie apporta des photos, des témoignages d'employés de la banque. Le puzzle se complétait, Henri n'avait pas seulement volé, il avait blanchi via des œuvres d'art volées pendant la guerre, un péché originel que la famille avait couvert. Élise, sentant le vent tourner, tenta une approche, un dîner, de réconciliation, dans un restaurant étoilé de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Elle arriva seule, élégante, les yeux rougis. Camille, s'il te plaît. Papa fait une dépression. Maman. Elle boit. On peut partager. Partager? Je bus mon chablis lentement. Partager quoi? Le mensonge? Ou le meurtre? Elle se figea. Meurtre? De quoi parles-tu? Je sortis une copie du rapport d'autopsie de ma première vie. Comment l'avais-je? Un glitch du destin, ou un souvenir si vif que je l'avais recréé. Ton couteau dans ma gorge, Élise. Il y a 15 ans. Ou dans 30. Peu importe. Je sais. Elle blêmit, puis rit nerveusement. Tu es folle. Complètement. Mais ses mains tremblaient. Je payai l'addition et partis, laissant planer la menace. Le procès s'annonçait, pas contre moi, mais contre Duval ENC pour fraude patrimoniale. Les actionnaires fuyaient, les banques gelaient les comptes. Père tenta le chantage, une lettre anonyme avec des photos de mon internement truqué. Je ripostai en fuyant vers Sophie, qui m'offrit un lit dans sa galerie bohème. Là, entre les toiles abstraites de Lucien, je planifiais le coup fatal, une conférence de presse, avec médias et notaires. Mais Élise frappa d'abord. Une nuit, des bruits de pas dans l'escalier. Je me réveillai, un chiffon imbibé de chloroforme sur la bouche. Elle, ou un homme de main. La lutte fut brève, je me débattis, hurlant,
et Sophie appela la police. Ils l'arrêtèrent sur le perron, pas Élise, mais un voyou du 93, payé 5 000 €. Au poste, il craqua, c'est la sœur qui m'a engagé. Pour la faire taire. Définitivement. Le scandale enfla. Mère s'effondra en public, un malaise cardiaque retransmis en direct. Père démissionna de la BNP dans l'opprobre. Et moi? Je tenais les rênes, mais le goût de la victoire était amer. Amélie avait écrit, « La vengeance ronge l'âme plus que le crime ». Était-ce un avertissement? Le tribunal de Paris, ce colosse de pierre grise du palais de justice, devint mon arène personnelle, un amphithéâtre où les fantômes de Devy se heurtaient dans un fracas de plaidoiries et de flashs de photographes. C'était l'automne 2010, les feuilles jaunies du jardin des Tuileries tourbillonnant comme des confettis macabres, et moi, Camille Duval, âgé de 17 ans en apparence mais forgé dans le creuset d'une mort injuste, j'entrais dans la salle d'audience la tête haute, flanqué de Maître Lefebvre et de Sophie, ma cousine revenue des ombres. Élise était là, menottée, son tailleur Armani froissé comme son empire familial, les yeux rougis non par le remords mais par la rage d'une reine dépossédée. Père et mère, assignés à résidence, suivaient via visioconférence, leur visage pixelsé trahissant une défaite qu'ils n'avaient jamais imaginée. Le juge, une femme austère nommée Madame Bertrand, aux lunettes en écaille et au chignon serré comme un verrou, frappa son marteau. Affaire Duval contre l'État, accusation de fraude patrimoniale, falsification de documents et tentative d'homicide. La salle bruissait, journaliste de France Soir, blogueur naissant, même un caméraman de TF1. J'avais orchestré ça comme un metteur en scène de Godard, liquant juste assez pour attirer les vautours. Mon témoignage fut le pivot, voix claire, gestes mesurés, je déballais tout. Ma grand-mère, Amélie Duval, n'était pas une adultère. Elle était une victime. Mon arrière-grand-père, Henri, a détourné 2 millions de francs en 1968 l'équivalent de 15 millions d'euros aujourd'hui via des prêts fictifs. Les preuves. Je tendis les lettres, les reçus, même un extrait de compte suisse exhumé par un hacker éthique que Sophie avait contacté. Lefebvre enchaîna, sa voix tonitruante, et pour couvrir ce vol, la famille a calomnié Amélie, la forçant à l'exil social. Son suicide en 1975. Pas un suicide, mais une overdose forcée de barbiturique, comme l'indique ce rapport médical falsifié. La salle halta. Élise bondit, mensonge. 7. Cette folle invente tout parce qu'elle est notre sang. Le juge la fit taire, mais ses mots résonnèrent, folle. Le mot qui m'avait interné dans ma première vie, qui m'avait marqué au fer rouge de la famille. Je la fixai, et pour la première fois, je vis la fissure, la peur de l'abîme qu'elle avait creusé elle-même. Les contre-interrogatoires furent un balai de vipères. L'avocat de la famille, un requin de la rue de Rivoli nommé Maître Laurent, me piégea sur mon âge, Mademoiselle Duval, à 16 ans, comment une adolescente accède-t-elle à des archives classifiées? Êtes-vous sûr de ne pas fabriquer des preuves? Je souris, sortant mon atout, un enregistrement audio d'Élise à la villa. Essaie de me faire taire, et je te jure. Sa voix, claire comme le poison. Laurent blêmit, Élise s'effondra en sanglots théâtraux. Mère, en visio, murmura, c'est ta faute, Camille. Tu ressembles trop à elle. Trop à Amélie. Le juge suspendit l'audience, mais les journaux titraient déjà, la malédiction Duval, une petite fille venge la grand-mère outragée. Dehors, la presse m'assaillit. Êtes-vous une héroïne ou une vendetteuse? Demanda un reporter de Le Monde. Héroïne? Vendetteuse? Les deux, pensai-je, mais je répondis, je suis une Duval qui refuse les mensonges. Sophie, à mes côtés, serra ma main, elle hériterait d'une part, réparant l'injustice. Mais intérieurement, la tension montait. Des nuits hantées par des flashbacks, ma gorge tranchée, le rire d'Élise. Et si ce retour n'était qu'un rêve fiévreux? Non, les cicatrices invisibles me rappelaient la vérité. La famille contre-attaqua en sous-main. Une nuit, après l'audience, je rentrai au studio pour trouver la porte forcée, mes affaires saccagées. Un message gravé sur le mur, tu paieras comme elle. Élise, où ces sbires? Je changeai de plan, je m'installai chez Sophie, transformant la galerie en forteresse. Là, entre les nus expressionnistes de Lucien, nous complotâmes. Et si on visait plus haut, suggéra Sophie. La BNP. Ton père siégeait au conseil, exposons les liens. J'acquiesçai. Un coup de fil à un whistleblower interne à un collègue de ma vie précédente,
retrouvé via LinkedIn précoce et voilà, des emails prouvant que père avait blanchi des restes du magot d'Henri dans des deals immobiliers. Le procès reprit, et ce fut le carnage. Témoignage d'employés licenciés, expert comptable démontant la fortune Duval comme un château de cartes. Élise craqua sur le stand, oui, j'ai payé le type. Elle nous détruisait. Comme Amélie. Le juge nota, tentative d'homicide avoué. Père, en visio, implora, Camille, arrête. Pour l'honneur familial. Honneur? Je ris. L'honneur? C'est ce que vous avez volé à Amélie. Et à moi. Mère s'évanouit à l'écran, ambulance appelée. Mais le vrai twist vint d'un témoin surprise, un cousin éloigné d'Henri, un vieil oncle grabataire de Nice, roulé en chaise roulante. Il entra, voix chevrotante, j'étais là en 68. Henri m'a forcé à signer les faux. Amélie. Elle voulait divorcer, prendre sa part. Il l'a brisé. Preuve supplémentaire, un chèque annulé, un alibi pourri. La salle explosa. Laurent demanda un ajournement, refusé. Le verdict se profilait, saisie des biens, peine de prison, restitution aux héritiers légitimes moi et Sophie. Pourtant, au milieu du triomphe, un doute me rongeait. Dans le journal, Amélie avait écrit « La vérité libère, mais elle isole ». Étais-je libre, ou seul? Élise, emmenée menottée, cracha « Tu as gagné, sosie de pute. Mais tu finiras comme elle, seule et brisée. » Ces mots me transpercèrent. Le soir, seul dans la galerie, je pleurais sur les pages jaunies. Vengeance accomplie, mais à quel prix? Paris, ma ville bien-aimée, me semblait soudain hostile, ses boulevards haussmanniens comme des veines saignantes. Puis, le contre-coup familial, des lettres de désolation, des médias me traînant dans la boue comme « la destructrice de dynastie ». Un tabloïd titra « Camille Duval, la nièce maudite qui a tué sa famille ». Blessé, je faillis flancher. Mais Sophie me secoua, c'est leur venin. Continue. Pour elle. Pour Amélie. Je repris le fil, préparant l'appel, Duval ENC en faillite, mais les ramifications touchaient la politique. Père avait financé des campagnes, un leak aux Inrox révéla des pots de vin. Le point de non-retour fut une confrontation privée, autorisée par le juge. Dans une salle aux murs nus, Élise et moi, face à face. Elle, défunte, moi, ressuscité. Pourquoi, demandai-je. Elle haussa les épaules. Tu étais le fantôme. Chaque fois que je te voyais, je voyais sa trahison. Maman nous a élevés là-dedans, haïr la brebis galeuse. Et toi? Tu as toujours été plus forte, plus curieuse. Ça me rendait malade. Plus forte. Dans ma première vie, je l'avais ignorée, me laissant piétiner. Ici, j'étais l'acier. Et maintenant? Elle sourit, amère. Maintenant, tu es seule. Comme moi, bientôt. Je partis, le cœur lourd. Le procès s'acheva par une condamnation, Élise, 10 ans, père, 5 pour fraude, mère, sursis pour complicité. Les biens saisis, redistribués. Je touchai ma part, la villa de Provence, l'appartement haussmannien. Victoire. Mais en sortant du tribunal, sous une pluie fine parisienne, un appel, un journaliste. Mademoiselle Duval, on murmure que vous n'êtes pas qui vous semblez. Des rumeurs sûres. Une réincarnation? Mon sang se glaça. Qui avait parlé? Un glitch? Non, Élise, dans un dernier coup bas. La paranoïa s'installa. Étais-je vraiment revenu, ou délirais-je depuis le début? Le journal d'Amélie, relu frénétiquement, offrait un indice, si le destin te renvoie, venge-moi sans te perdre. Sans me perdre. J'avais gagné la bataille, mais la guerre pour mon âme continuait. L'hiver 2010 enveloppa Paris d'un manteau de givre impitoyable, transformant la Seine en un serpent d'argent figé et les cafés du quartier latin en refuge contre le froid qui s'infiltrait jusque dans les os ou dans les âmes, comme la mienne. Le verdict avait fait de moi une célébrité maudite, Camille la vengeresse, titraient les magazines People, avec des photos volées de moi errant dans les rues, l'air hanté, le journal d'Amélie serré contre ma poitrine comme un bouclier dérisoire. La fortune redistribuée me permettait le luxe, un duplex rénové près de l'opéra, des dîners dans des brasseries étoilées, mais l'isolement était mon vrai héritage. Sophie, mon unique allié, s'était éclipsée à New York pour une expo de Lucien, me laissant aux échos de ma victoire creuse. Et Élise?
En frêne, elle ourdissait encore, ces lettres anonymes arrivant comme des lames, tu n'es pas revenu. Tu es morte, et ça te hante. Les rumeurs de réincarnation enflaient, alimentées par un blogueur occulte qui avait intercepté mon email au canard. La fille du Val, possédée par sa grand-mère? Était-ce possible? Dans les nuits blanches, je revivais non seulement ma mort, mais celle d'Amélie, vision floue d'une femme aux yeux verts avalant des pilules sous un ciel provençal, murmurant des malédictions. Était-ce mon subconscient, ou un lien spectral? Je consultais un psy du 6e, un charlatan freudien nommé Docteur Moreau Ironie, même nom que l'inspecteur, qui balaya, trauma familial, mademoiselle. Pas de fantômes, juste des ombres. Mais les ombres grandissaient, appels anonymes, traces de pas sous mes fenêtres. Pourtant, je ne m'arrêtais pas. La revanche n'était pas finie, Duval-ENC agonisait, mais ses tentacules politiques restaient. Père, en semi-liberté, lobbyait discrètement pour une grâce, finançant un député UMP avec les miettes de nos biens. J'infiltrais ça via un contact journalistique, une stagiaire ambitieuse chez Mediapart, prénommée Léa, qui creusa et trouva 200 000 € versés à un compte offshore lié à un ministre de l'Intérieur. C'est énorme, Camille, me dit-elle au téléphone, voix excitée. On publie? Oui. L'article sortit un matin de janvier, sous la neige, le fantôme Duval hante l'Élysée, pot de vin et scandale d'État. Le backlash fut féroce. Père Furet arrêté, le ministre démissionna dans un nuage de fumée télévisée. Mère, internée pour dépression sévère, m'envoya une lettre tremblante, tu as détruit tout ce que nous avions. Pour une morte. Reviens, ma fille. Pardonne. Pardonne? Le mot me brûla. Dans ma première vie, j'avais pardonné, naïvement, et payé de ma gorge tranchée. Ici, je répondis par un silence, mais intérieurement, ça saignait. Amélie avait averti, la haine lie plus que l'amour. Étais-je lié à eux pour toujours? Élise, depuis sa cellule, frappa plus bas. Une rumeur lancée via un codétenu, j'avais fabriqué les preuves, motivé par une liaison incestueuse avec Sophie. Le torchon brûla, article scabreux dans Voici, regard en coin dans la rue. Je ripostai par une interview exclusive à l'Express, ma famille m'a tué une fois. Je vis pour la vérité. Les sondages d'opinion virèrent, de « vendettose » à « survivante ». Mais le coup personnel montait. Insomnie, migraine, et ces visions, Amélie me tendant le journal, murmurant « finis-le ». Le twist final se profila lors d'une soirée mondaine que j'organisais où une ironie cruelle à la villa de Provence, vendue aux enchères mais rachetée par mes fonds. Invités, journalistes, notaires, et, en guest surprise, l'oncle grabataire. Thème, héritage volé. Le Mistral hurlait dehors, les vagues claquant comme des applaudissements moqueurs. Je portais une robe noire vaporeuse, cheveux lâchés, un portrait vivant d'Amélie. Sophie revint pour l'occasion, nous présentant comme les gardiennes du passé. Père arriva en dernier, escorté par des flics, mère à son bras en chaise roulante. Élise, en permission pénitentiaire, compléta le tableau, ma famille, brisée, me fixant avec un mélange de haine et de désespoir. Félicitations, Camille, siffla Élise. Tu as gagné le royaume des ruines. Le dîner s'étira, tension sous-jacente comme des mines. Puis, le clou, je lus des extraits du journal devant tous, projetés sur un écran. Amélie n'était pas déshonorée. Elle était honorable. Et nous, ses bourreaux. Père pleura, mère octa. Élise se leva, verre à la main, assez. Tu crois que c'est fini? J'ai un secret. Le vrai. Le silence tomba. Elle sourit, maléfique. Tu n'es pas revenue d'entre les morts, Camille. Tu n'es même pas morte. Ce tranchage de gorge? Une hallucination. Un bad trip que maman t'a fait avaler pour te contrôler. Les somnifères dans ton champagne, tous ces ans. Tu as fugué à 16 ans, interné, et inventé cette vie pour te venger. Mon monde vacilla. Était-ce vrai? Les souvenirs, le sang, la lame. Flou soudain. Mère acquiesça faiblement, on voulait te protéger de toi-même. Tu ressemblais tant à elle, si instable. Instable? Non. J'attrapais le journal, les lettres, tangibles. Mais Élise sortit une photo, moi, à 16 ans, vivante, fuyant la maison après une dispute. Pas de meurtre. Une fugue.
Le choc me plia. Étais-je folle? Le retour, un délire? Les invités murmurèrent, flash crépitant. Sophie me soutint, les preuves sont là. Peu importe le reste. Mais intérieurement, je saignais. La revanche, bâtie sur un mensonge? Non. Je me redressai, voix ferme, même si c'est vrai, vos crimes le sont plus. Le vol, les falsifications, les tentatives réelles contre moi. Père implora, arrête, Camille. On est ta famille. Famille. Le mot brisa quelque chose. Je partis dans le jardin, sous la lune provençale, pleurant. Amélie apparut en vision, la vérité est ce que tu fais d'elle. Venge, mais vis. Vis. Je rentrai, affronter Élise, ton secret? Un demi-mensonge. J'ai effugué parce que vous m'avez poussé dehors. Et le couteau? Dans mes rêves, peut-être. Mais votre haine était réelle. La soirée s'acheva en chaos, arrestation supplémentaire pour subornation. Mais pour moi, le vrai verdict fut intérieur. J'avais gagné la justice, mais perdu l'illusion de la mort. Étais-je Trincine, ou simplement réveillé? Le printemps 2011 fleurit sur Paris comme une rédemption tardive, les cerisiers du champ de Mars éclatant en pétales roses contre un ciel enfin clément, effaçant les cicatrices de l'hiver comme autant de promesses non tenues. Duval ENC était mort, enterré sous une avalanche de saisies et de procès collatéraux, père purgeait sa peine dans une cellule capitonnée de Nanterre, mère errait dans un hospice chic de Neuilly, murmurant des excuses à des fantômes absents. Élise, prolongée en détention pour obstruction, m'envoyait des cartes postales venimeuses, profite de ton trône vide, sœur. Mais le trône était un mirage, j'avais vendu la villa, l'appartement, gardant juste assez pour une vie modeste, une galerie partagée avec Sophie, et un fonds pour les victimes de fraude familiale mon legs à Amélie. Les rumeurs de folie s'étaient essoufflées, remplacées par un culte discret, livre sur « Les vengeresses françaises », un docu-fiction en gestation sur Arte. Moi? Je marchais les berges de Seine, journal en poche, reconstruisant. Le twist d'Élise m'avait ébranlé, pas de meurtre réel à 16 ans, mais une fugue forcée, des années d'internement sous prétexte de « schizophrénie héréditaire », un écho d'Amélie. Le « retour » pas surnaturel, peut-être un trauma refoulé, une catharsis violente après une overdose de somnifères à 31 ans, où j'avais frôlé la mort pour de bon. Où était ce plus? Le docteur Moreau, abandonnant Freud pour l'hypnose, avait déterré des souvenirs, la lame n'était qu'un cauchemar récurrent, mais la trahison, réelle. J'avais vécu 2 vies en une, forgées dans le feu du déni. Sophie rentra de New York, nos retrouvailles un apéro prolongé au Procope, huîtres et confession. Tu as gagné, Camille. Pas juste la fortune, mais toi. Elle avait raison. La galerie florissait, exposant Lucien aux côtés d'artistes émergents, un hommage vibrant. Un soir d'été, lors du vernissage, un homme s'approcha, grand, yeux verts, un lointain cousin d'Amélie retrouvé via généalogie. Vous avez libéré son nom. Merci. Son baiser sur ma main fut le premier geste d'affection non empoisonné depuis des lustres. Mais la vengeance appelait un dernier acte. J'allais voir Élise à Fresnes, par une matinée grise. Elle, amaigrie, sans maquillage, me fixa avec une curiosité nouvelle. Pourquoi venir? Pour jubiler? Je secouai la tête, posant le journal sur la table en formica. Pour clore. Lis la dernière page. Elle obéit, doigt tremblant, à ma descendante, pardonne-les. Ils sont prisonniers de leur peur. Libère-toi. Élise pleura, vraiment cette fois. J'étais terrifié de toi. De ce que tu représentais, la vérité qui nous rongeait. Je tendis la main, elle la prit. Pardonne-moi. Pas facile, mais nécessaire. Peut-être un jour. Pour l'instant, vis avec ça. Dehors, le soleil perça les nuages. Pas de happy end hollywoodien et les cicatrices restaient, la famille brisée. Mais un BKCH doux amer, j'avais vengé Amélie, sauvé mon âme, et trouvé une tribu choisie. Paris, ma complice éternelle, m'accueillit à bras ouverts, un café aux fleurs, un livre en cours sur les secrets familiaux, et la promesse d'un avenir sans chaîne. Des années plus tard, en 2025, je publiai le journal intégral, anonyme. Les lettres affluèrent, vous m'avez donné le courage de confronter les miens. La boucle bouclée. Amélie, où que tu sois, merci. J'ai vécu. Intensément.